Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai voulu aujourd'hui vous faire part un peu de la technologie pneumatique de la chaîne d'énergie. Alors, comme ça, donc, la plupart des sujets d'examen traitent cette technologie-là. Donc, à titre d'indication, la technologie pneumatique et la technologie hydraulique sont similaires. Il y a juste une petite différence entre eux. On va les aborder tout le temps, tout le long de ce chapitre-là. D'accord? Bien, alors comme introduction, bien sûr, on va faire une petite définition de la pneumatique. C'est quoi la pneumatique? Alors, la pneumatique, c'est tout simplement de l'air comprimé, c'est de l'air ambiant qu'on va essayer, bien sûr, de le comprimer. Ah, d'accord? Vous savez très bien que l'air ambiant, il est à la pression atmosphérique. Alors, la pression atmosphérique, c'est 1 bar, et nous, on veut lui donner une autre pression de l'ordre de 10 bars. D'accord? Donc, bien sûr, en utilisant un compresseur. Alors, un compresseur permet de comprimer cet air ambiant à une pression, d'accord, suivant bien sûr l'utilisation, suivant le cahier de charge et le fonctionnement du système qu'on va utiliser. Bien, alors bien sûr, à titre d'indication, l'air comprimé, une particularité de l'air comprimé, c'est qu'il est compressible. OK? Très bien. Et bien sûr, il est abondant, on ne va pas l'acheter, il est dans l'air ambiant, d'où la facilité d'utilisation de ce genre de pneumatique. Il est plus utilisé en industrie. Alors, l'hydraulique. Alors, l'hydraulique, souvent, c'est de l'huile, mais en général, l'hydraulique, on fait appel à tout fluide qu'on va le compresser, on l'appelle hydraulique. Mais souvent, on utilise de l'huile. Bien, les principes, bien sûr, et la schématisation, ils sont similaires. Ils sont les mêmes, presque les mêmes avec de la pneumatique. Bien, alors, une chose importante, c'est qu'en hydraulique, on comprime de l'huile, d'accord? Bien sûr, en utilisant une pompe plus un moteur électrique, d'accord? Donc, un moteur électrique souvent est accouplé avec une pompe hein, pour produire de la pression hydraulique, c'est-à-dire comprimer de l'huile qui est souvent à la pression atmosphérique et qu'on va l'amener à une pression proche de 200 bars. D'accord? Donc la pression 200 bars, c'est la pression d'utilisation. Donc vous savez que c'est une pression qui est très utilisée et très puissante. Bien, d'où la nécessité, bien sûr, d'une canalisation spéciale. À titre d'indication, un bar, il correspond bien sûr à 10 à la puissance 5 pascal, ce qui veut dire à 1 décanewton par centimètre carré. Retenez bien ça. Donc, ce sont des unités les plus utilisées hein, en technologie hydraulique et pneumatique. Pour le débit, alors pour le débit, c'est ce qu'on appelle le Q. Hein, le débit, c'est en volume par unité de temps. Vous voyez que c'est égal au volume divisé par le temps. D'accord? Le volume divisé par le temps. Et pour la puissance hydraulique ou la puissance pneumatique, c'est le débit fois la pression. D'accord? Bien sûr, les canalisations, ils créent des pertes de charge. Alors, ce sont des pertes de charge. Ces pertes de charge, c'est tout simplement une perte d'énergie due à une diminution de la section des canalisations ou bien une déformation de la canalisation. Vous savez très bien qu'une canalisation qui est déformée hein, d'une façon importante, il va créer une perte d'énergie. Donc, la pression d'entrée et la pression de sortie ils seront un peu légèrement différentes dues aux pertes de charge. Bien, bon. Alors, pour la schématisation de la source d'énergie, hein, qu'on appelle souvent la fonction alimentée, alors la canalisation, donc on le symbolise par un trait, souvent un trait horizontal ou vertical. La connexion, on le symbolise comme ceci, donc en utilisant bien sûr une canalisation de cette sorte-là, d'accord? Alors pour la source de pression, alors on utilise un trait, un cercle vide dans un autre cercle qui est, comme vous voyez, concentré, d'accord? Donc un cercle vide et un cercle plein,
d'accord? Ou bien aussi, on utilise un triangle comme ça, à l'inverse, c'est-à-dire une entrée, hein, qui veut dire une entrée. Alors, pour l'échappement, c'est-à-dire vers l'atmosphère, alors on met un symbole aussi, un triangle vide, mais vers l'extérieur. Alors pour l'huile, bien sûr, l'échappement de l'huile, c'est le retour de l'huile vers le réservoir. Ici, on montre que c'est un réservoir, c'est-à-dire là où on va avoir le retour de l'huile et qui va être bien sûr à la pression atmosphérique. Bien, revenons maintenant à la chaîne fonctionnelle. Alors, toujours la chaîne fonctionnelle des systèmes automatisés. On est dans la chaîne d'énergie et plus précisément dans la fonction alimenter. OK? Bien. Alors, bien sûr, cette fonction alimenter, elle permet d'alimenter le système en énergie et aussi adapter l'énergie, hein, pour qu'il soit adapté au système. Parce que chaque système a son énergie qu'il va utiliser, bien sûr, à savoir la pression, le débit, etc. Hein, d'accord? Donc, tout ça, on va le traiter, comment on va alimenter notre système d'énergie. Bien. Alors, pour les sources d'énergie qu'on va utiliser, alors on utilise soit un compresseur dans le cas où on parle de l'énergie pneumatique, d'accord? Donc un compresseur souvent, hein, si on prend un actigramme d'un compresseur, comme entrée, on a de l'énergie mécanique et comme sortie, on a de l'énergie pneumatique et le système utilisé, c'est un compresseur. Alors le symbole utilisé du compresseur, c'est celui-là, d'accord? Donc on peut avoir ce symbole-là. C'est-à-dire, vous avez une entrée mécanique via le moteur électrique et vous avez ici une pompe, un compresseur qui va permettre de comprimer de l'air et de l'aspirer de l'air ambiant et le comprimer vers la sortie pneumatique. Bien sûr, souvent, c'est vers l'accumulateur et après vers l'utilisation. Alors, on peut avoir aussi une autre schématisation comme ceci. Donc, vous voyez ici la différence qu'il y a. C'est que, bien sûr, le moteur, il a double sens. OK? Et aussi, l'utilisation, on a deux sorties, hein. Une sortie A et une sortie 2. D'accord? Alors, pour l'hydraulique, donc on utilise les mêmes symboles, seulement en hydraulique, au lieu d'avoir un triangle comme ça vide, on va avoir un triangle plein. D'accord? Et on ne parle plus d'un compresseur, mais on va parler d'une pompe. Ok. Voilà, un exemple de compresseur, hein, les plus utilisés en industrie. Donc, vous voyez les constituants du compresseur. Alors, on va commencer par le moteur électrique, puisque c'est lui qui va nous fournir l'énergie mécanique pour faire tourner la pompe ou le compresseur. D'accord? Alors, à titre d'indication, en air comprimé ou là, en pneumatique, on dit on dit compresseur et en hydraulique, on dit pompe. OK? Alors, vous avez ici un système courroie qui va nous permettre d'adapter, bien sûr, l'énergie mécanique avec l'énergie mécanique qu'on va utiliser le compresseur pour permettre de comprimer de l'air. Alors, cet air-là, quand il est comprimé, il va être stocké directement dans la cuve de stockage d'air comprimé. Et bien sûr, vous avez ici la buse ou le robinet, hein, la vanne, qu'on appelle en jargon pneumatique, la vanne pneumatique vers le réseau, c'est-à-dire vers les canalisations. Okay. Et là aussi, donc, vous avez un système, bien sûr, qui permet de réguler la pression. Et en même temps, vous avez ce qu'on appelle un régulateur et aussi une soupape de sécurité qui va nous permettre bien sûr de sécuriser le système pour ne pas dépasser une pression limite, hein, une pression limite à laquelle il est calculé le réservoir. Et à ce moment-là, quand on dépasse la pression, automatiquement, hein, le soupape de sécurité va fonctionner pour alléger cette pression-là et la baisser. Bien. Revenons maintenant toujours à la chaîne fonctionnelle. Plus précisément, maintenant, on va passer au convertir, à la fonction convertir. Vous savez très bien que la fonction convertir, c'est un maillon important de la chaîne d'énergie qui nous permet, bien sûr, de convertir une énergie utile, que ce soit électrique ou pneumatique ou hydraulique ou mécanique, en une autre énergie, hein, souvent une autre énergie sous forme de mouvement, hein, mouvement de rotation ou mouvement de translation. Et bien sûr, l'actionneur utilisé en pneumatique ou en hydraulique, on parle souvent de vérin. Donc, on va voir tout ça, hein, par la suite. Bien, alors actionneur, c'est tout simplement un système qui permet de convertir une énergie, hein, de puissance distribuée par les préactionneurs
ont une énergie utilisable par les effecteurs. D'accord? Les effecteurs, ce sont les organes terminaux qui vont effectuer, bien sûr, la valeur ajoutée. D'accord? Il ne faut pas les confondre avec les actionneurs. OK? Bien. Donc, un actionneur, souvent, ce sont des constituants de la chaîne d'énergie d'un système automatisé et leur rôle, c'est de transformer l'énergie. On va voir les différents types d'actionneurs utilisés en pneumatique et hydraulique. Bien, alors le plus souvent, hein, l'élément le plus utilisé en pneumatique et hydraulique, c'est ce qu'on appelle le vérin. D'accord? Le vérin pneumatique ou vérin électrique, au vérin hydraulique. Souvent, c'est un actionneur linéaire. Pour toi, on parle d'un actionneur linéaire parce que souvent sa trajectoire, c'est une ligne. C'est une ligne. D'accord? Donc, quand vous voyez la schématisation d'un actionneur un vérin pneumatique, alors on peut différencier tout d'abord deux types de vérins. Un vérin double effet et un vérin simple effet. Alors, comme son nom l'indique, double effet, ça veut dire qu'il a deux commandes. Okay? Une commande de l'arrière et une commande de l'avant. C'est-à-dire vous avez deux orifices, un orifice pour faire entrer la pression de l'arrière et un autre pour faire entrer la pression de devant. OK? Donc, vous voyez ici le schéma normalisé. D'accord? Vous avez deux entrées. Hein, d'accord? Alors, un autre, donc, souvent, le fonctionnement de ce vérin linéaire, pneumatique ou hydraulique, il existe bien sûr d'autres vérins, ce qu'on appelle des vérins rotatifs. On va les voir par la suite. Alors, ici, on montre la schématisation et le fonctionnement d'un vérin double effet. Donc, vous avez l'entrée de l'air ici. OK? Alors, l'entrée de l'air ici qui va nous permettre de donner une pression, une force qui va pousser, ce qu'on appelle la force de poussée, va pousser la tige pour sortir et automatiquement l'air contenu dans cette chambre-là va s'évacuer. On dit qu'il va être refoulé vers, bien sûr, vers l'atmosphère, vers l'échappement. Alors là aussi, donc, vous voyez, c'est le même sens. Donc ici, on a l'action et ici, on a la réaction, c'est-à-dire la translation de la tige. OK. Bien, un autre type de vérin. Bon, le deuxième type de vérin, souvent, c'est le vérin simple effet. Alors, comme son nom l'indique, simple effet, ça veut dire qu'il a un seul effet. Il peut être fonctionné soit de l'avant ou de l'arrière, mais une seule commande suffit. Bien sûr, le retour, il se fait souvent par le ressort. D'accord? D'ailleurs, c'est le ressort qui va nous donner la particularité de ce vérin. Quand on voit un ressort dans un vérin, on dit automatiquement que c'est un vérin simple effet. OK? Très bien. Voilà, donc la technologie, un aperçu technologique du vérin simple effet. Donc, vous voyez, à l'intérieur, il y a un ressort et on a un orifice hein, qui permet de faire entrer de l'air comprimé pour faire sortir la tige. D'accord? Et bien sûr, un autre orifice qui va échapper à cet orifice-là. Souvent, il est à l'atmosphère parce qu'il va servir que pour échapper à l'orifice du simple effet il va servir que pour échapper de l'air vers l'extérieur. Alors ici, le schéma d'un type de vérin simple effet, comme vous voyez. Alors ici, dans le vérin double effet, on a deux orifices. Un orifice pour faire sortir et un autre orifice pour faire entrer. Et ce qui veut dire qu'on a deux commandes stables. Et en vérin simple effet, on a une seule commande stable. On dit que c'est un actionneur, un vérin simple effet, souvent on dit que c'est un actionneur monostable. Et le vérin double effet, on parle souvent que c'est un actionneur bistable. Bien. Alors, pour la schématisation du moteur, donc ça, c'est la schématisation du moteur pneumatique ou hydraulique. Donc, pour le schéma pneumatique ou hydraulique, donc vous voyez qu'on a une alimentation pneumatique ou hydraulique parce que quand on parle d'hydraulique, il suffit de noircir ce triangle-là et automatiquement on parle d'une pompe. Mais dans ce cas-là, on parle d'un compresseur. OK? Donc, enfin, c'est pas un compresseur, mais d'un moteur pneumatique ou d'un moteur hydraulique. Alors, vous avez l'alimentation pneumatique ici, et automatiquement, on a ici un simple sens, et là, on a un double sens. D'accord? Donc, bien sûr, ça dépend de l'entrée de la pression. Hein. Souvent, à l'intérieur
d'un moteur pneumatique, souvent on a ce qu'on appelle une turbine. C'est grâce à la turbine qu'on va faire tourner ce moteur-là. Voyez donc un exemple de moteur pneumatique et hydraulique. D'accord? Donc un moteur hydraulique, d'accord, à l'intérieur duquel là, on a bien sûr une turbine et bien sûr la pression de l'huile va passer directement sur une palette de la turbine qui va la faire tourner dans un sens. Et comme on a deux entrées hydrauliques, automatiquement, c'est-à-dire on a deux sens. Voilà un autre exemple. Donc, c'est l'exemple d'un pompe, d'un moteur hydraulique. D'accord? Donc, le moteur hydraulique ici, vous avez de l'huile qui va passer, vous avez des pistons qui vont passer pour faire tourner donc là, on parle d'un moteur à piston. Ici, dans ce cas-là, c'est un moteur à piston parce que les moteurs hydrauliques aussi, ils ont plusieurs technologies, soit la technologie à piston, soit la technologie à engrenage, soit la technologie à turbine, etc. Donc, on a plusieurs technologies utilisées pour avoir un moteur hydraulique.